Nous sommes ravis de vous retrouver après 5 bonnes semaines de congé dû à cet événement planétaire, la Coupe du monde de football dans son édition 2026. C'est le clap de fin, c'était hier dimanche avec le sacre de l'Espagne. Ce sera notre plat de résistance ce soir. Entre les confirmations nommées l'Espagne, l'Argentine et un peu la France, eh bien, il y a eu des surprises, comme c'est le cas à chaque édition de la Coupe du monde. Les surprises viennent surtout de l'Afrique et forcément le Cap-Vert occupe une loge de prestige. Nous en parlerons dans un instant. Nous ferons aussi notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité en point de mire, les compétitions domestiques et tout se fera autour d'un seul panel, un panel 100% en journaliste. À ma gauche, mon confrère Prosper Voyenkon. Prosper, bonsoir. Bonsoir Narcisse et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3. Le plaisir est pour nous de vous retrouver. Voilà, de retrouver bien sûr les téléspectateurs. Je rappelle que vous officiez à KPFM, c'est une radio privée émettante ici. À côté de moi, en face de vous, Candide Huento du groupe de presse Fraternité. Candide, bonsoir. Bonsoir Narcisse et bonsoir à tous. Voilà, à la régie, l'équipe technique est au grand complet. Le réalisateur Augustin Vidécom est entouré de Jules Etio, Francis Kokou et Clément Bognokwe. Voilà donc l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie ce soir. Et nous allons commencer bien sûr avec Fil Info. Voilà, Fil Info, c'est notre rubrique consacrée bien sûr à ce qui a fait l'actualité ces dernières heures, une actualité essentiellement dominée au pays par le championnat national scolaire. Mais avant d'évoquer bien sûr cette compétition, nous allons prendre les nouvelles de la sélection nationale de moins de 20 ans qui se prépare pour le prochain tournoi UFOA AB Candidat Mouedo. Absolument, la compétition s'ouvre exactement dans moins d'une semaine à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et après 2 semaines de préparation, Misrete, la sélection junior a entamé la dernière ligne droite de sa préparation, pour ne pas dire la mise au vert, qui découle sur la préparation dans les tout prochains jours. Les Guépards juniors ont disputé à travers donc cette dernière mise au vert un match amical de préparation avec leurs homologues éperviers U20 du Togo au stade de Kégué à Lomé. À l'arrivée, ils se sont inclinés sur un score de 2 buts à 0. Une opposition qui va donc servir de baromètre pour corriger les imperfections notées au cours de cette explication et permettre à ces Guépards U20 de mieux peaufiner la préparation en prélude à la compétition. Ces Guépards qui disposent encore de quelques jours avant leur entrée en lice dans la compétition prévue donc pour le 26 juillet prochain face à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Rappelons que les Guépards U20 partagent le groupe A avec leurs homologues ivoiriens et nigériens pour donc cette édition de la compétition. Voilà, Prosper Voyenkon, je ne vous ai pas encore entendu vous prononcer sur le tirage au sort justement qui offrait aux Guépards juniors des pays comme le Burkina Faso et surtout la Côte d'Ivoire. Oui, c'est un tirage très difficile parce que nous connaissons ces pays en matière de catégorie d'âge. C'est vrai que ces dernières années, on a fait beaucoup d'efforts avec les championnats de catégorie d'âge et les efforts au niveau du sport scolaire où il y a eu quand même quelques talents qui ont pu quand même tirer leur épingle du jeu. C'est pas facile, mais le Bénin face à la Côte d'Ivoire en catégorie d'âge, je ne vais pas dire à tous les niveaux, mais en catégorie d'âge, c'est toujours difficile. La preuve, c'est vrai, la préparation n'est pas la compétition, c'est deux choses différentes, mais on s'est frotté au Togo, ça n'a pas donné grand-chose. Je peux croire que les uns et les autres mais face à la Côte d'Ivoire, on a fait des résultats ces dernières années. Oui, on a fait des résultats, mais il s'agit ici d'une compétition où il faut se qualifier pour la CAN et il y a ticket en jeu, donc c'est pas facile, ça va être un peu difficile, les uns et les autres doivent vraiment batailler dur pour arriver, mais c'est tout de même un tirage difficile pour nous parce que en matière de formation, les autres sont un peu au-dessus de nous et pour avoir les catégories d'âge, il faut avoir des centres de formation, il faut avoir des initiatives de formation de grande qualité et la référence en Côte d'Ivoire reste la SEC d'Abidjan où là, quand on parle de formation, c'est un peu au-dessus. Mais ça peut, la chance peut sourire parce que dans le sport, il ne faut pas occulter la chance. Ça peut sourire aussi. Tout de même, il faut reconnaître que c'est un tirage qui n'est pas trop en faveur du Bénin. Voilà. On comptera donc sur l'incertitude aussi autour
du football. On va venir maintenant à cette actualité liée bien sûr au championnat national scolaire Candido Mondo. Absolument. Les hostilités ont pris fin un samedi dernier à Grand Popo. Oui, et plus d'une semaine de compétition dans la cité balnéaire, plus d'une semaine de passion autour de la fête scolaire nationale qui représente aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un véritable vivier pour le sport béninois avec la diversité de talents qui s'y dégage chaque année dans les disciplines telles que le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Une édition pleine d'innovation mais assez riche en spectacle qui s'est achevé sur une note de satisfaction pour les élèves athlètes. Jules Ethio pour le point. Organisé dans la cité balnéaire de Grand Popo, le championnat national scolaire a tenu toutes les promesses placées en lui par le gouvernement du Bénin. Pendant une semaine de compétition, de jeunes athlètes, filles comme garçons, ont fait montre de leur talent et offert au public des prestations de grande qualité dans plusieurs disciplines. Au terme des différentes finales disputées, les meilleurs ont été récompensés. La fermeture de cette compétition offre l'occasion au maire d'exprimer sa profonde gratitude au gouvernement pour sa vision en faveur de la jeunesse. Nos remerciements vont tout particulièrement au ministre des Sports et de l'engagement civique, dont l'engagement constant en faveur du développement du sport scolaire produit aujourd'hui des résultats visibles, ainsi qu'à l'Office béninois du sport scolaire et universitaire qui a porté avec professionnalisme cette belle organisation. Le ministre des Sports et de l'engagement civique s'est montré ému par la qualité de l'organisation du championnat, marquée par la présence des Amazones U20, qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde en Pologne. Les enseignements partagés durant cette belle semaine sportive, je l'espère, seront mis en pratique dans votre quotidien. Vous repartez différents, des jeunes outillés, courageux, qui désormais ordonnent leur vie avec plus de rigueur et veillent à leur comportement en société. Leur parcours est une preuve éclatante que le talent, lorsqu'il est accompagné par le travail, la discipline et la persévérance, peut conduire des terrains de nos écoles jusqu'aux plus grandes compétitions internationales. Dans son allocution, il a exhorté les jeunes bénéficiaires à prendre soin des équipements mis à leur disposition par le gouvernement. Parlant justement d'équipement, vous allez le voir sur ce communiqué, l'Office du sport, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire qui informe les athlètes puisqu'au cours de cette 6e édition, des chaussures des différentes disciplines ont été offertes aux différents élèves athlètes et l'Office qui informe ces athlètes, les encadreurs, les parents et l'ensemble de ces acteurs du championnat national scolaire 2026 que ces chaussures de sport offertes aux participants de la phase finale constituent un don personnel et donc ces équipements appartiennent exclusivement aux athlètes bénéficiaires et demeurent leur priorité et leur propriété privée. Elles ne doivent en aucun cas être récupérées, retirées ou confisquées par un encadreur, un établissement ou toute autre personne après la compétition. Voilà ce qui est clair parce qu'on se connaît au Bénin. Donc, ce communiqué a le mérite d'être clair. Le communiqué, bien sûr, de l'OPSU. Prosper, vous en dites oui. J'ai vraiment eu peur samedi dernier à Grand Propos parce que des enfants n'ont pas mis ces chaussures pour les matchs. Il y en a qui n'ont pas porté ces chaussures. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des consignes ou bien c'est pour aller les utiliser à d'autres fins? Pourquoi? Quand j'ai vu le communiqué, ça m'a rassuré un peu. Je pense que ça va conscientiser les uns et les autres. C'était un don personnel. C'était un don aux athlètes parce que les années antérieures, vous voyez des enfants qui pratiquent le sport pieds nus. Ce n'est pas forcément bien pour
ce qu'on veut leur inculquer, la volonté de grandir qu'on veut leur donner. Je pense que c'est bien de sortir un communiqué comme ça pour conscientiser les uns et les autres. Vous êtes un entraîneur, vous êtes un encadreur, vous êtes un établissement. Ce n'est pas un don du collège. Ce n'est pas un jeu de maillot, ce n'est pas un ballon. C'est un équipement sportif personnel que l'enfant va continuer à utiliser pour continuer à progresser. C'est une bonne façon d'attirer l'attention des uns et des autres pour que ensemble on puisse reconnaître que ce n'est pas pour l'établissement, c'est pour l'athlète, pour continuer à pratiquer le sport de son choix, afin de revenir plus fort les années antérieures avec beaucoup plus de qualité. Voilà, s'exprimer surtout avec toutes les commodités possibles, en attendant bien sûr d'être appelé à des niveaux beaucoup plus élevés. Maintenant, au-delà bien sûr de ces chaussures qui ont été offertes à ces athlètes, et bien individuellement, on leur a offert des kits scolaires aussi. Bien sûr. Parce que les autorités l'ont répété à maintes reprises, on ne doit pas enlever le sport des études. Il faut que les deux restent ensemble. Sinon que personne ne sait l'avenir. Ce n'est pas parce que vous avez mis 100 enfants dans un centre de formation que les 100 vont sortir forcément pour atteindre le niveau professionnel. Pas du tout. Dans les 100, c'est à peine que vous aurez une dizaine. Donc, qu'est-ce que vous allez faire du reste si vous ne leur avez pas inculqué la notion de joindre les deux ensemble, de pouvoir pratiquer le sport et d'aller à l'école en même temps. Donc, leur donner les kits scolaires, c'est pour dire, c'est bien, vous avez choisi de pratiquer une discipline de votre choix, mais c'est encore mieux de ne pas couper les études, parce que les études vont vous permettre de bien grandir et d'avoir une intelligence à côté de ce que vous voulez faire comme le sport. Je pense que leur donner des kits scolaires, c'est non seulement faciliter la vie aux parents, mais également montrer à ces enfants que on ne vous a pas réunis ici pour que vous deveniez forcément des grands sportifs de demain. C'est notre envie, c'est notre désir, mais le destin peut être autrement, peut être orienté autrement. Donc, prenez les études au sérieux. C'est pourquoi on n'a pas consacré toute une semaine pour les amener aux entraînements. C'est pourquoi on n'a pas mis le championnat scolaire en milieu de l'année. On a permis à ce qu'on puisse finir tout ce qui entoure les études au niveau de l'année scolaire. Avant d'arriver là, c'est pour dire que c'est symbolique en fait, ces équipements, pour dire il faut aller à l'école à côté du sport, parce que personne ne connaît votre destin. Nous, on veut que vous soyez des grands sportifs de demain, mais on n'est pas Dieu. Donc faites les deux, et si jamais c'est d'un côté que ça penche, on sera gagnant à tout moment. De toutes les façons, l'OPSU qui entend bien sûr participer à la construction des citoyens, comment je vais dire, au complet, bien sûr. Pas forcément avoir des sportifs de haut niveau demain, comme vous le dites si bien. Candide, nous allons poursuivre notre tour d'horizon et voir le reste de l'actualité. Oui, parlons justement de cette actualité, notamment le championnat national qui a commencé par fournir des talents, et ce que je m'apprête à vous dire, c'est que la sélection d'athlétisme s'apprête à participer au tournoi des 5 nations, et pour cette compétition justement il y a un produit issu du championnat national scolaire, notamment cette jeune athlète que vous allez voir sur ces images qui bien entendu s'active pour le tournoi des 5 nations avec la sélection nationale. Il s'agit bien entendu de l'athlète qui prend part à l'image, qui prend part à l'épreuve du 800 mètres, et depuis le week-end écoulé, ils sont près d'une vingtaine internés au camp de préparation de la sélection pour mieux affiner leurs armes en vue donc d'une bonne représentativité du Bénin sur la scène sous-régionale. Il s'agit entre autres des athlètes qui seront alignés sur le 100, 200, 400 et 800 mètres, les différents sauts, le lancer de poids, le triple saut et les épreuves collectives telles que le 400 mètres. Et bien, depuis quelques jours, ils sont soumis à ces séances techniques très intenses sous la houlette des encadreurs qui s'activent à leur offrir la meilleure préparation en prélude au tournoi. On va écouter ici quelques-uns de ces athlètes. Le camp se passe très bien. Vu le caractère des coachs envers nous, ils nous soutiennent psychologiquement à travers des renforcements un peu mentaux, parce qu'à l'approche des compétitions, nous sommes souvent stressés. Donc, ces coachs nous motivent un peu, nous soutiennent. Les séances se passent très bien. Comparativement à ce qui se passe à l'entraînement chez nous, il y a une différence ici, ce qui nous permettra de mieux améliorer nos performances le jour de la compétition. Comme tout athlète, moi je promets juste d'améliorer ma performance et de viser une médaille
pour le peuple béninois. Le camp, ça se déroule bien. Techniquement, on peut dire que Fidèle est presque prête. Il reste aussi la psychologie à travailler, mais Fidèle sera prête avant le 22. Moi, Fidèle, je promets un 14 au 100 et 1m70 à la hauteur. Et je promets 15 faibles sur les 100 1m60 au son en hauteur et 5m80 au son en longueur. Dans quelques heures, cette sélection va prendre départ pour Ouagadougou en vue donc de participer à cette compétition sous-régionale, le tournoi des 5 nations d'athlétisme auquel le Bénin prendra part avec justement l'ambition de décrocher des breloques pour le pays. Voilà, on va leur donc souhaiter bonne chance et surtout qu'ils ramènent beaucoup de médailles comme ce que leurs aînés ont fait ces dernières années. Nous sommes habitués à ramener beaucoup de médailles à l'international. Voilà, c'était notre rubrique Fil Info. Si la régie est prête, nous allons passer maintenant au plat de résistance de cette aventure vespérale, parler et de la Coupe du monde de football. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Voilà, l'Espagne retrouve le sommet de la pyramide du football mondial 16 ans après son dernier et unique sacre jusque-là. C'était en 2010 en Afrique du Sud. Et la Roja a décroché sa 2e étoile hier dimanche au bout d'un marathon de suspense, il faut le dire, qu'il a mené jusqu'aux prolongations face à l'Argentine de Lionel Messi. Un seul but aura suffi aux champions d'Europe en titre pour soulever le massif en or, le trophée le plus convoité au monde. Alors, chers messieurs, nous allons nous intéresser au verdict de cette épreuve. L'Espagne, beau champion ou non? D'abord, vous, candidat. Victoire méritée pour cette équipe de la Roja qui retrouve le toit du monde après 16 années de disette, 16 années à courir derrière ce joyau en or qui est assez capricieux envers beaucoup de nations sur la scène mondiale. La Roja qui, depuis le début de la compétition, après justement ce nul d'entrée face à l'équipe du Cap-Vert, a su quand même aller comme sur des roulettes depuis justement son 2e match de la phase des groupes jusqu'en finale. Et la finale hier face à l'équipe de l'Argentine, c'était justement mérité. On savait que l'Espagne allait dicter son tempo, allait imposer son rythme à cette équipe de l'Albi Céleste, qui a été fait. L'Argentine qui a mis du cœur, qui a mis justement de l'intensité qu'il faut, mais malheureusement la Roja espagnole avait tout ce qu'il faut, domination tactique, domination technique, ce tiki-taka qui a permis à cette équipe espagnole de dominer ses adversaires le long de son parcours jusqu'en finale, qui a justement payé hier. Et cette profondeur de banc qui est assez prolifique
depuis le début de la compétition, surtout depuis l'étape des 16e de finale avec Michael Merino qui sort du banc à plusieurs reprises, qui vient justement aider cette équipe à très décisif. Hier, on a encore vu la solution sortie du banc avec l'entrée en jeu de Michael Merino et du jeune Nico et bien entendu Ferran Torres qui a marqué le but sur la passe de celui avec qui il est entré en jeu, notamment Nico Williams, et la victoire est pour la Roja Espagne. Victoire méritée, victoire amplement méritée pour cette équipe de la Roja. Amplement, vous n'exagérez pas, Prosper. Du tout pas. C'est vrai que quand on écarte des favoris comme le Portugal et la France et qu'on fait échec à l'Argentine en finale, on mérite le trophée. Oui, pas que. Il faut regarder le parcours de cette équipe. Ils ont encaissé un seul but en 7 matchs avant la finale. Ça veut dire que c'est une équipe solide dans tous les compartiments. Ils n'ont pas beaucoup encaissé, mais ils ont marqué pas mal de buts. Ils ont battu l'équipe de l'Arabie Saoudite, je crois bien, 4-0. Après ce que j'appelle une contre-performance à leur première sortie face à l'équipe du Cap-Vert. Donc c'est une équipe un peu complète dans son ensemble. Quand on encaisse un but et que forcément on n'a pas vu un gardien qui a brillé d'un talent extraordinaire, c'est qu'il y a une défense qui l'a protégé toute la compétition. On croyait que l'expérience n'allait pas peser en faveur du meilleur joueur, du meilleur jeune joueur élu, Pau Kubasi, mais malheureusement ou heureusement, il a fait une belle compétition. Il a été présent dans tous les matchs de l'Espagne. Je pense que c'est aussi ça. La jeunesse a pesé en faveur de l'Espagne. Ils ont fait une compétition, une campagne assez réussie. Lorsque vous encaissez un seul but, vous êtes la meilleure défense. Mais quand vous formez une charnière avec un monsieur comme Aymeric Laporte, vous devez... C'est pas forcément un joueur c'est pas forcément un grand. Hein. Quand vous prenez l'équipe de l'Espagne, c'est ça qui a donné il a du coffre, tout le caractère. Mais c'est pas forcément un grand joueur. Quand vous prenez Eric Garcia qui a fait le banc tout le temps, mais regardez Eric en club toute une saison durant, c'est quand même, je n'ai pas l'impression qu'on a entendu autant le nom de Aymeric Laporte toute une saison. C'est un grand joueur, c'est vrai, il a eu des déboires, il n'a pas continué avec la France, il a changé de nationalité après tout ça. Mentalement, ce n'est pas forcément un grand joueur qui a traversé ces épreuves-là, mais il a porté l'équipe, ça, ayons le courage de le dire, associé à un joueur qu'il ne connaît pas, avec qui il n'a pas forcément partagé une bonne partie de sa carrière et tout, et que ça a marché. Apparemment, il y a le génie de l'entraîneur qui est passé par là. Les discours aussi ont suivi. Donc, l'Espagne a su construire son équipe avec la défense, avec le milieu, avec l'attaque, où des joueurs qui sortent de banc viennent forcément réaliser des exploits, sortant l'équipe régulièrement des difficultés. Je pense que c'est une équipe complète. Il faut le dire, il n'y a pas de doute que le titre est mérité. Derrière la solidité défensive, on ne veut pas occulter le jeu de possession qui fait la force de cette équipe espagnole. Oui, c'est la qualité de l'Espagne. Dans le football moderne, depuis 20 ans, si vous jouez face à l'Espagne et que vous n'avez pas, vous n'avez pas un mental d'acier, ils vont vous entraîner, ils vont vous faire sortir du match rapidement parce qu'ils vont vous priver de ballon. Vous allez courir fatigué, vous serez en train de courir sur le terrain et eux, ils seront en train de quasiment se reposer, comme on le dit, parce qu'ils ne se gênent pas, ils ne font pas beaucoup d'efforts, il n'y a pas de duel à gagner en tant que tel, à part les quelques épreuves qui arrivent à la défense pour se sortir d'affaires. Vous allez constater que l'Espagne ne concède pas suffisamment de pénaltys. L'Espagne vous met à leur jeu tout le temps, ils savent s'aligner, et vous êtes tout le temps à leur jeu avec cette équipe. Donc c'est une équipe qui a qui a l'ADN de ces clubs. Ça joue tiki-taka, ça prive l'adversaire du ballon et ça énerve. Bon, lorsque vous courez tout le temps, soit vous êtes fatigué, soit vous êtes énervé, et c'est dans ces conditions-là qu'ils arrivent à vous planter un clou dans les pieds. Ce qu'on a vu hier à cette finale, c'est 33% contre pratiquement 67% pour l'Espagne, et les Argentins étaient obligés de sortir leur jeu physique, la grinta, aller comme des couteaux, déchirer tout. Ça leur a coûté des cartons, ça leur a coûté même le carton rouge. On vous sort de votre match et on vous plante un but assassin, et puis ça reste comme ça. Voilà. C'est pas forcément un grand gardien, mais c'est une équipe complète dans tous les compartiments milieu de terrain, avec Rodri qui a été élu. C'est vrai que son titre de meilleur joueur du tournoi, ça me pose un peu problème, mais bon, il a été porté, oui, très discutable pour moi, mais il a été porté par toute une équipe où on a joué bloc, où on n'a pas l'impression que
il y a un maillon de la chaîne qui a été possession, faible. c'est le régulateur au sein du milieu de terrain quand même. Oui, c'est vrai aussi, mais le football nous a appris beaucoup de choses ces dernières années. Lorsque sur 7 matchs, ou lorsque sur 7 ou 8 matchs, vous êtes 5 fois homme du match, c'est que vous avez porté quelque chose, vous avez apporté quelque chose à votre équipe pendant tout ce temps et que vous avez brillé dans les matchs. Maintenant, comment on sort un meilleur joueur d'un tournoi, je ne sais pas, mais il y a des critères. Il a été porté par son équipe, il a brillé, il a tout donné, il a vraiment porté le milieu de terrain de l'Espagne et le football nous a montré ces dernières années que si vous avez la possession du milieu de terrain, si vous réussissez à gérer votre jeu au niveau du milieu de terrain, l'adversaire est en difficulté. Voilà. On va revenir tout à l'heure sur les récompenses individuelles, mais parlons du collectif espagnol. L'Espagne qui a démarré timidement, Prosper en parlait tantôt avec ce nul un peu inquiétant face au Cap-Vert. Mais progressivement est monté en puissance comme un moteur en diesel. Absolument, cette maîtrise collective, la bataille au milieu de terrain qui a plus aidé cette équipe espagnole. Le seul duel au milieu de terrain qui était assez intensif pour cette équipe espagnole, c'était face à l'équipe portugaise. Face à l'équipe portugaise, on a vu vraiment un duel de milieu de terrain entre l'équipe de la sélection portugaise et l'équipe de la Roja espagnole. Et on a vu à la fin de cette explication que la solution est venue du banc, je le rappelais un peu plus tôt, Michael Merino qui est rentré en jeu et qui marque le but en toute fin de partie, le but qui vient poignarder ces équipes, ces joueurs portugais en toute fin de match. La suite, on l'a vu face à l'équipe de la Belgique, marqué en premier et puis l'égalisation est venue. Et après, cette équipe espagnole a repris le jeu en main avec son jeu tiki-taka, cette philosophie de jeu qui lui marche très bien depuis des décennies. On a vu avec la domination. C'est l'école de la Masia. Oui, la domination. Aucune équipe du monde ne joue comme l'Espagne. Évidemment, la domination de l'Espagne dans les années 2008, 2010 et 2012, c'était cette même philosophie de jeu, ce tiki-taka que Luis de la Fuente est venu et a insisté dessus, a véritablement maintenu ce style de jeu, cette philosophie de jeu qui a apporté cette équipe de la Roja jusqu'au sommet, sur le toit du monde. Il était de cette cuvée-là, 2008, parce qu'il est passé par les catégories. 2012. Il a joué dans le système, après il est passé par les catégories d'âge, il a formé les jeunes, il a apporté quelque chose à cette équipe. Mais c'est une logique qui dure depuis longtemps. L'Espagne ne force pas beaucoup les choses. Les jeunes sont formés pour. Donc, le système est à la base. C'est pour cela qu'on demande à chaque sélection d'avoir une philosophie. Quand vous prenez les Allemands depuis longtemps, c'est une équipe où ça marque beaucoup parce que les attaquants sont véloces, les attaquants sont formés pour. Vous avez des grands gardiens. Mais quand vous prenez l'Espagne, vous n'avez pas forcément les grands attaquants où ça marque 3, 4, 5 buts dans un match. Mais vous avez des attaquants. Un but, 2 buts suffit parce qu'ils savent que quand ils vont marquer, vous aurez du mal à égaliser. Le but marqué par le Belge Decatelet lors des quarts de finale, c'était un but contre le coup du jeu. Il y avait une défense un peu fébrile en quelques minutes et puis ils ont profité. C'est pour dire qu'ils forment les joueurs pour. C'est pas forcément une équipe, mais on prépare des individualités à faire face à ces épreuves-là. Et ça marche. Et c'est ce qui n'a pas marché pour le Brésil, par exemple, qui a perdu sa philosophie avec beaucoup de talent. Voilà. Mais il n'y a pas de philosophie en quelque sorte. On veut jouer collectif, on veut faire l'équipe, mais il n'y a pas quelqu'un qui puisse sortir, il n'y a pas une philosophie qui marche où on dit, bon, nous, on va jouer, on va faire les jeux longs ou bien on va faire les jeux courts. L'Espagne s'aligne, vous êtes tout le temps à leur jeu avec l'Espagne s'aligne. Et l'Espagne aussi sait préparer des défenses où ils sont préparés à toutes les éventualités. Je pense que c'est des choses à enseigner dans les écoles, c'est des choses à enseigner aux entraîneurs. Il faut aller à ces écoles-là. Quelle est votre philosophie? Quelle est votre façon de jouer? Qu'est-ce qui peut vous caractériser lorsque vous êtes dans un match? Qu'est-ce qu'on peut voir et savoir que c'est vous ça? Qu'est-ce qui peut être votre marque de fabrique? Je pense que l'Espagne en a et ça fait la différence avec toutes les sélections depuis ces 20 dernières années. Ça a fait beaucoup de mal à cette équipe de la France qui est connue pour son national offensif, mais face à cette équipe espagnole, a été privée du jeu, a été privée du ballon. On va parler de la France tout à l'heure. Et l'Espagne qui accroche bien sûr sa deuxième étoile à son maillot, mais comment ne pas parler de l'adversaire en finale, l'Argentine, qui faisait aussi partie des favoris de cette Coupe du Monde. Il y en avait 4, l'Espagne, l'Argentine, la France et bien sûr le Portugal. Et comment ne pas parler de l'Argentine face à cette équipe espagnole en finale?
Qu'est-ce que vous en dites, le sort de cette finale? Je pense que l'Argentine nous a montré beaucoup d'émotions dans la compétition. Quand on voit son match des quarts de finale face à l'Égypte, l'Argentine a un mental de gagnant. L'Argentine a une équipe où c'est vrai, ils ont eu de la réussite aussi. Oui, de la réussite. Parce qu'il y en a dans le sport aussi, qu'on ait le courage de le dire, il y a de la chance aussi dans le sport. Mais ils ont une équipe où c'est construit autour d'un homme et ça leur marche. Quand vous prenez l'Argentine du début jusqu'à la fin, c'est une équipe où vous avez un joueur comme Messi, il a 39 ans, c'est vrai, il n'a plus ses jambes de 25 ans, mais qui marche tout le temps sur le terrain. Et on sait à quel moment il va gérer ses matchs. Voilà, il va réveiller son mental et il va tout changer. Il a fait face à l'Égypte 2-0 jusqu'à la 80e minute. On se disait c'est cuit, c'est fini. Mais il a fallu un homme avec beaucoup d'intelligence. Quand vous regardez les deux passes qui ont permis de revenir au score, vous savez qu'il y a quelque chose dans sa tête. Donc l'Argentine, c'est une équipe. L'Argentine, c'est un ensemble. Et l'Argentine, c'est autour d'un leader où ça a beaucoup marché. Mais ça ne marchera pas tout le temps. Est-ce que c'est préparé l'après-Messi? Est-ce que c'est préparé? Est-ce qu'on a pensé à l'après-Messi? C'est un pays de talent. Hein. C'est un pays où il y a beaucoup de talent. C'est un pays où il y a beaucoup de talent. Des jeunes qui sont vraiment dans leur club. Au niveau ils sont bien. On n'a pas beaucoup de choses à leur reprocher. Que ce soit la grinta physiquement, mettre l'adversaire en difficulté avec des coups, avec cette roubladise là où on peut facilement vous blesser. Voilà. Hier, la chance était du côté légèrement, c'est vrai, l'Espagne a fait son match, mais la chance était de son côté parce que vous avez le défenseur argentin Romero qui s'était blessé un peu tôt dans le match, alors qu'on sait tout ce qu'il a apporté depuis le début de la compétition. Donc, c'est des coups comme ça qui constituent des coups de chance. Des faits de jeu. Voilà, des coups de chance. Avant que le carton rouge n'arrive, vous avez déjà 2 blessés dans l'équipe de l'Argentine qui ont affaibli un tout petit peu. Le sort a été similaire pour la France aussi en demi-finale. Absolument. Quand on prend des faits, d'abord la blessure de Saliba qui était sorti un peu tôt, le penalty qui est intervenu. Il y a beaucoup de choses aussi. Voilà. Et le carton jaune de Rabiot qui l'a diminué. Voilà. Avec tout ce qu'on sait, ça, son impact. Et quand un joueur comme Rabiot a un carton jaune, c'est sûr qu'il ne pourra plus donner, il ne pourra plus être agressif dans le jeu comme il était avant ce carton. Donc, la France aussi, oui, mais l'Argentine a une belle équipe. C'est une équipe très physique, c'est une équipe qui joue au football. Mais à un moment donné, c'est haché, c'est pas beau à voir, ça va dans tous les sens. Et vous savez qu'ils sont un peu énervés, ils veulent le trophée, ils veulent le gagner. Mais parfois, il faut avoir un discours qui apaise et qui permet de poser le ballon et de relancer le jeu. Et je pense que ça a manqué hier dans les ultimes. Oui, mais est-ce que, Candide, est-ce que physiquement, quand on prend une équipe qui a fait beaucoup de prolongations, est-ce que physiquement, ils n'ont pas accusé aussi de fatigue et de déficit physique? Oui, physiquement, ils étaient un peu diminués. Et moi, je dirais tout simplement qu'il y a eu un petit coup de circuit hier pour cette équipe argentine qui a beaucoup donné depuis l'étape des 16e de finale face à une équipe du Cap-Vert qui était très tenace, très résiliente, qui ne voulait pas justement se laisser abattre, qui a dû revenir au score à 2 reprises avant de laisser l'Argentine prendre le dessus. Après l'Égypte qui tenait les ficelles de la rencontre avec 2 buts d'écart et l'Argentine qui s'en sort avec un succès de 3-2. La Quinta, un peu comme le disait Prosper, qui a aidé cette équipe argentine face à l'équipe de l'Angleterre aussi, dont on sait que la majorité des joueurs évoluent en première ligue avec un impact physique, le physique qui pourrait aussi être l'un des aspects de cette explication. Et l'Argentine y a mis du physique, de l'intensité qu'il fallait pour quand même opposer une belle résistance à cette équipe anglaise. Malheureusement, les Anglais n'ont pu s'ouvrir les portes de la finale avec cette victoire renversante de l'Argentine pour s'ouvrir les portes de la finale. Et en finale, moi je disais sur un plateau que cette équipe argentine n'allait pas avoir les mêmes scénarios qu'elle a eu lors des tours précédents en finale, parce qu'on sait que cette équipe argentine sait bien se débrouiller au milieu de terrain et en attaque aussi, même si ça ne marque pas beaucoup. Cette équipe sait quand même se dénouer les situations et je l'ai vu hier dans le match. On a vu une équipe argentine qui, avec 0 tir cadré, il a fallu ce but de Ferran Torres pour voir cette équipe argentine
essayer ou plutôt tenter 2-3 frappes. Et c'était vraiment tard pour cette équipe argentine qui n'a su trouver la solution hier face à cette équipe espagnole. Un peu comme elle a trouvé face à l'Égypte, face à l'Angleterre pour s'en sortir hier. Est-ce que la mayonnaise n'a pas... Est-ce que la locomotive Lionel Messi n'a pas été aussi éteinte? Oui, c'est ça aussi. Elle n'a pas été... L'équipe adversaire a dû trouver la solution. Messi, parce que quand il n'a pas le ballon, c'est vrai que parfois il sait se déplacer. Il a de l'intelligence dans son football. Il sait se déplacer et il sait créer de l'espace à ses partenaires. Même Messi sans ballon, il est dangereux. Très dangereux. Ce qu'il fait dans ses déplacements, on le voit souvent. Mais hier, c'est une équipe qui maîtrise trop Messi parce que bon, Messi c'est le football espagnol un peu dans la... Tout à fait. D'ailleurs, c'est le plus espagnol de tous les Argentins. Voilà, il a été moulé dans ce système. Il a été formé à la Masia. Masia. Il connaît le football espagnol et le football espagnol le connaît. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. On fait un plan anti-Messi. Voilà. Au-delà du jeu, l'entraîneur dit... Ils ont forcément cumulé la fatigue parce que 3 prolongations. C'est épuisant. Oui, à partir des 16e de finale, c'est avec épuisant. La débauche d'énergie. Et vous voyez que c'est souvent les mêmes joueurs qui ont un Messi qui joue 120 minutes 2 fois, 3 fois. À 39 ans. Donc c'est compliqué. Donc ils ont été fatigués un peu. Au-delà du résultat, on annonce le retrait de l'icône de la scène. Moi, je ne crois pas encore. Je vous le disais d'ailleurs. Moi, je vois ça venir parce que on ne joue pas au football toute sa vie. Il y a un moment où les jambes ne répondent plus, c'est sûr. Après 40 ans, c'est compliqué. En 2030, il aura 44 ans. Il aura 44 ans. Roger Mila a joué la Coupe du Monde à 45 ans. Et ça peut arriver, arriver. Mais je pense que émotionnellement, à sa place, il faut arrêter les choses. C'est vrai que depuis 2016, il aurait pu arrêter quand il perdait la finale de la Copa sur la même pelouse. C'est un homme de défi. Voilà. Il avait dit, bon, j'ai tout donné. Il finit sur une finale perdue. Vous le voyez vraiment partir. Il avait dit en perdant une finale en 2016 que bon, j'ai tout donné, mais les trophées pour gratifier le peuple argentin ne venaient pas. Donc c'est mieux de laisser sa place. On ne croyait pas, on ne savait pas qu'il allait revenir encore, mais il est revenu parce qu'il a un amour pour l'Argentine. Mais là, ce n'est plus seulement un amour, c'est aussi l'âge qui va compter dans la balance. Il a beau aimer l'Argentine, mais l'âge va lui dire attention, parce qu'à un certain âge, les blessures vont commencer à vous déranger. Les blessures vont commencer à vous fatiguer. C'est un monsieur qui a une hygiène. Je veux croire qu'il ne va pas s'arrêter parce qu'il en a encore. Toute l'équipe est autour de l'homme, mais l'âge va lui dire tu as la volonté, mais attention, il faut aller doucement. Moi, je pense qu'on ne va plus le revoir. Il nous a donné une folle émotion pendant 20 ans. Messi joue au ballon depuis. On a commencé à voir Messi à la Coupe du Monde 2005 avec les juniors. Il était à la Coupe du Monde 2006, je crois. Et après, il enchaîne les coups jusque-là. 6 Coupes du Monde. C'est beaucoup. Il a tout donné. Mais, comme vous l'avez dit, il faut être prudent avec les annonces de retraite. Parce que jusque-là, tous les joueurs que nous sommes censés ranger sont en train de ne pas vouloir faire des déclarations à la va-vite. Vous les entendez, ils disent ce n'est pas le moment de parler, je parlerai le moment venu. Est-ce que ce n'est pas pour nous dire stratégie. Voilà, on va les revoir encore. On va venir maintenant aux récompenses individuelles, Candide. Les récompenses individuelles, l'Espagne s'est encore taillé la part du lion ici. Absolument, avec ce milieu de terrain Rodri, ballon d'or récemment, qui s'est offert le ballon d'or de cette édition 2026 de la Coupe du Monde. Le prix du meilleur joueur de la compétition pour Rodri, le soulier d'or est uniquement pour un autre joueur, mais cette équipe espagnole n'a pas pris que le ballon d'or de la compétition pour Rodri, et c'est aussi le prix du meilleur jeune joueur de la compétition pour Pau Cubarsí de l'équipe du FC Barcelone, bien entendu, et bien entendu le prix du meilleur gardien de la compétition pour Unai Simon, qui, il faut le souligner, n'a fait que 10 arrêts contre 11 pour Emiliano Martinez au cours de cette finale. Il a fait 10 arrêts toute la compétition contre 11 pour Emiliano Martinez. Oui, Emiliano Martinez en a fait. C'est vrai, il a encaissé un but, mais ce n'est pas forcément de cette performance, ce n'est pas des exploits. Il fait partie de la défense. Oui, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas un exploit, ce n'est pas un grand gardien qu'on a vu. C'est pas un grand gardien. Il profite de la qualité de sa défense. Absolument. Il évolue à l'Athletic Bilbao, ce n'est pas forcément un club du top 3 du côté de l'Espagne. Ce n'est pas un grand gardien que j'ai vu, mais il a été porté par une défense très solide avec Cucurella,
Pau Koubassi, Laporte, Pedro Porro. Il a été porté par une défense, ça c'est sûr. Et quand on dit défense, c'est que ça fonctionne bien au niveau du milieu de terrain. Pour finir, ça ne pèse pas. Donc, mais les récompenses individuelles, je ne sais pas comment le comité travaille pour, mais moi je n'ai du tout pas été convaincu au-delà du jeune joueur, au-delà du jeune joueur du tournoi qui est mérité pour Pau Koubassi. Rodri est un milieu de terrain. Rodri n'a pas eu il n'a pas eu un seul homme de match de toute la compétition, malgré l'impact qu'il a eu. Il n'a pas été récompensé en étant la vedette d'un seul match de l'Espagne toute la compétition. Moi, ça me pose un problème. Et vous avez le meilleur gardien qui, sur toute la compétition, n'a même pas fait le nombre d'arrêts que l'adversaire de la finale a eu à faire. Oui, je ne sais pas si c'est le critère principal. Oui, c'est le principal mais critère. Moi, quand vous encaissez moins, vous êtes le meilleur. Moi, je souhaiterais qu'on puisse que ce prix revienne à ces gardiens qui ont sauvé régulièrement leurs équipes. Ce que Emiliano Martinez a fait, il a sauvé son équipe à plus d'un titre dans plusieurs matchs. Si ce n'était pas lui, évidemment, pour moi, l'Argentine ne viendrait pas en finale. Moi, j'ai vu des arrêts extraordinaires de ce gardien. Et même pour cette finale. Et même pour la finale, l'Argentine aurait pu prendre l'eau dans la rencontre si ce n'était pas lui. Donc, pour moi, on aurait pu récompenser un gardien talentueux qu'un gardien ayant encaissé moins de buts. Et oublier que les gardiens qui ont encaissé moins de buts ont été portés par une défense. Donc je pense que pour moi, il n'est pas... La récompense individuelle a fait un clin d'œil à un goléador. Oui, notamment Kylian Mbappé, qui a fini avec le soulier d'or. Oui, c'est mérité. Il a marqué. Le soulier d'or, ça ne se discute pas. Il n'y a pas de débat autour. C'est celui qui a marqué plus de buts. Il en a marqué suffisamment. Il a marqué 10 buts dans une Coupe du Monde. Il n'est pas du tout loin du record d'un compatriote, d'un de ses compatriotes en 58, qui avait marqué 13 buts dans une phase finale de Coupe du Monde. Il a marqué beaucoup de buts. C'est un finisseur, c'est un joueur qui est très réaliste devant les buts, beaucoup plus que n'importe quel autre. Donc 10 buts, oui, c'est mérité. Mais l'équipe qu'il a portée a failli à son statut. Absolument. Et la France a gâché ses chances au niveau des demi-finales parce qu'on les a poussés à la colère et ils n'ont pas su préparer la riposte dans les meilleures conditions. C'est bien ça. Mais Mbappé, il a fait sa compétition. Il a marqué en 3 Coupes du Monde 22 buts. C'est énorme pour un attaquant de son âge. Je pense que tout ce qu'on lui a... Comment oublier son coéquipier en club, Jude Bellingham, qui a crevé l'écran en cours. Mais là aussi, on ne le dit pas assez. Hein. C'est un milieu de terrain, c'est pas un attaquant. Il a marqué 7 buts, je crois, dans une Coupe du Monde en étant milieu de terrain. C'est un exploit aussi. Malheureusement, ce n'est pas d'où vous quittez pour marquer les buts qui compte, c'est le nombre que vous avez marqué en matière de souliers d'or. Vous avez un Pedro Porro qui est défenseur, qui a réussi à marquer 2 buts. Voilà, il y a des choses comme ça qui sortent de l'entendement. Il est milieu de terrain, il a marqué 7 buts dans une Coupe du Monde. Je pense que si on fouille dans l'histoire de la compétition, on n'en trouvera pas assez. Donc c'est un talent pour l'Angleterre, c'est un pilier sur lequel l'Angleterre peut encore compter pour longtemps, je pense. Voilà. On va, avant de revenir sur l'aspect organisation de cette compétition, nous allons revenir en Afrique. Pour une fois, l'Afrique a placé 10 pays dans cette compétition, mais le bilan comptable est loin d'être reluisant. Si on prend bien sûr le sort que c'est toutes ces nations ont connu, mais il y a quand même une révélation dans cette compétition, c'est le Cap-Vert. Oui, tout le monde est unanime là-dessus. En une seule participation, c'est quand même énorme. Oui, énorme pour cette équipe des requins bleus du Cap-Vert qu'on n'attendait pas forcément avant le coup d'envoi de cette 23e édition le 11 juin dernier. On n'attendait pas forcément ces requins bleus du Cap-Vert venir jouer les poils à gratter dans la compétition. On s'attendait à ce qu'ils viennent acquérir de l'expérience sur la scène mondiale, et à l'arrivée on a tous été surpris déjà par leur entrée en lice face à l'équipe championne d'Europe en titre, l'équipe de la Roja espagnole, nul, 0 but partout. La suite on le connaît, 2 autres nuls qui leur ont permis d'atteindre l'étape des 16e de finale.
cette équipe du Cap-Vert qui aurait peut-être pu faire sortir le champion du monde en titre, l'équipe de l'Argentine, on l'a vu au cours de ce match des 16e de finale. Mais au-delà donc de cette élimination en 16e de finale, on retient quelque chose de cette équipe des requins bleus du Cap-Vert, de la résilience, de l'ambition de prouver quelque chose sur la scène mondiale. Ils l'ont déjà fait à l'étape des éliminatoires qui ont précédé cette compétition en finissant. Même bien avant, je veux vous le dire, ce Cap-Vert est coutumier du fait. Il y a 13 ans à la CAN, première participation en 2013. Et ils ont atteint l'étape des quarts de finale. Personne ne les voyait venir. Et c'est la même chose qu'on a vu dans cette Coupe du Monde. Avec un gardien de 40 ans. Vozinha, il a 40 ans. Et si il faut citer les meilleurs gardiens de ce tournoi, je pense qu'il en fait partie. Il est dans le top 5 des meilleurs gardiens. Il a porté énormément à l'équipe du Cap-Vert dans les résultats que l'équipe a obtenus. C'est un gardien, moi je ne sais pas comment mais comment on peut l'expliquer? C'est seulement la qualité des joueurs ou bien l'état d'esprit aussi? Non, il y a l'état d'esprit. Parce que quand vous êtes un entraîneur et que vous savez la qualité des hommes que vous avez, il faut s'adapter. Donc on fait avec les moyens qu'on a. Vous ne pouvez pas avoir un petit couteau et aller au combat avec quelqu'un qui a coucou et vouloir offrir votre poitrine. Ils vont vous faire mal. Donc il faut savoir se cacher et tenter de voir si votre couteau peut vous apporter une force supplémentaire pour aller. Il y a du mental dans ce que le Cap-Vert nous a montré. Ils ont fait avec leurs âmes, ils ont fait avec leurs hommes, ils ont fait avec les moyens dont ils disposent, ils ont fait avec l'équipe qu'ils ont. Et c'est comme ça que... Ils ont crevé l'écran. Voilà, c'est comme ça que en 2013, personne ne pouvait imaginer qu'une équipe qui venait pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations puisse atteindre les quarts de finale. Et ce n'est pas de la chance. Quand vous regardez leur jeu, c'est pas beaucoup de chance Ils ont joué sans complexe. Absolument. Donc, on a un gardien qui n'est pas forcément un des meilleurs du monde. Il n'est pas sorti dans un grand club. Il n'évolue pas à un niveau extraordinaire. Ils ont fait douter les deux finalistes. Absolument. De cette Coupe du monde, l'Argentine et l'Espagne. Les matchs de poule du Cap-Vert, c'est comme une équipe qui venait pour sa 10e Coupe du Monde. C'est comme une équipe qui jouait sa 15e Coupe du Monde. Alors qu'ils découvraient la compétition. Ils ont joué sans peur. Ils ont joué avec un mental très fort, des joueurs qui ne calculent pas le niveau de l'adversaire. Sinon, on aurait pu dire, ah non, c'est Cristiano, il a gagné, je sais combien de Ligue des Champions, c'est 5 fois Ballon d'Or, attention, il ne faut pas aller, il va vous dribbler, il va vous faire ci. Mais ils ont joué sans complexe, ils n'ont pas peur des dribbles, ils n'ont pas peur des duels, ils n'ont pas peur d'essayer. On va parler maintenant de deux des espoirs sur lesquels reposait bien sûr l'Afrique. Je veux parler du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas comblé les attentes. Au départ, on croyait que il y avait un entraîneur qui avait fait une déclaration qui avait suscité beaucoup de débats. C'était Rudy Garcia qui disait que ces équipes africaines leur structure tactique. Voilà, une fois qu'ils ont l'avantage au score, ce n'est plus la même chose. Le mental passe à autre chose et puis ils ont tendance à reculer pour aller sauvegarder leur unique but ou leur avance. Mais lui-même, il en a fait les frais. Oui, il en a fait les frais. C'est un problème de coaching. Oui, c'est vrai aussi, parce que les coachs ont tendance à croire que quand vous marquez un but, il ne faut plus marquer encore. Il faut protéger ça. Il faut garder l'unique but pour pouvoir se tirer d'affaire. On a vu la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est des choses qu'on a régulièrement vues. Je pense que c'est un problème de coaching et c'est un problème de mental. Il faut que les entraîneurs puissent avoir la capacité de gérer un match. Gérer un match, c'est marquer, remarquer, remarquer encore, chercher à creuser. Comme on le dit, la meilleure défense, c'est la meilleure attaque. Mais chez nous, quand on marque un but, toutes les équipes africaines, vous allez les voir reculer. Et quand vous reculez et vous commencez à subir, vous commencez à encaisser les coups, vous allez finir par rompre. C'est ce qu'on a vu dans toutes les équipes. Les espoirs placés dans l'équipe du Sénégal, qui a vraiment un effectif de grande qualité, c'est des joueurs de talent. Même la Côte d'Ivoire. Mais là, ils ont fait à l'africaine reculer pour protéger son but. Et vous allez voir que c'est dans les dernières minutes qu'ils encaissent les buts et puis tout coule et tout tombe à l'eau. Je pense qu'il faut préparer le coaching, il faut former à ce qu'on puisse avoir un mental. On va finir avec un mot sur l'organisation de cette compétition. Pour une première fois, 3 pays ont organisé cette compétition. Après, bien sûr, l'expérience de 2 pays en 2002, si je ne m'abuse. Corée, Japon, oui. Voilà. Donc, cette fois-ci, Candide, un mot sur l'organisation à 3 pays. Oui, j'ai écouté Gianni Infantino hier en conférence de presse de bilan de la compétition qui disait nous vous avions promis que nous allions organiser une compétition réussie et nous l'avions fait.
Moi, je pense que c'est une déclaration à prendre à double tranchant parce que on a vu une compétition, certes, qui nous a offert justement un spectacle, enfin du spectacle à un moment donné. Du point de vue sportif. Oui, du point de vue sportif, avec des matchs assez spectaculaires, des matchs qui nous ont vraiment donné de l'eau à la bouche. Mais au-delà de ça, sur le plan justement politique, ils ont politisé un tout petit peu la chose avec notamment ce carton rouge annulé par un coup de téléphone de Donald Trump. Au-delà de ça, l'Iran qui n'a pas aussi des chances égales avec des autres nations de jouer pleinement sa chance au cours de cette compétition. En tout cas, beaucoup de situations, notamment le gardien somalien aussi qui n'a pas pu obtenir de visa. Pour moi, c'est un coup d'essai qui n'a pas été un coup de maître. C'est vrai que il faut continuer à apprendre, mais c'est pas un coup de maître. Parce que même du point de vue sportif. Même du point de vue sportif, c'est pas un coup de maître. C'est qualité d'organisation. Première chose, lorsque les supporters n'ont pas pu participer à la fête avec les coûts des visas exorbitants ou politiquement c'est compliqué pour les gens d'aller aux États-Unis malgré la volonté, il y a ça. Et puis vous avez une compétition où lorsque vous êtes logé dans un pays, vous avez du mal à aller jouer dans un autre pays, même si le calendrier vous l'impose. Il y a des joueurs qui n'ont pas pu se déplacer avec leur équipe. On a vu ça avec Eli Wahi, la Côte d'Ivoire, Thomas Partey avec le Ghana, parce que ayant des soucis avec la justice du côté de l'Europe et que le Canada n'a pas accepté qu'on vienne sur son territoire, les États-Unis qui refusent à l'Iran de dormir sur son territoire. Et que vous êtes un peu dur, non? Et vous mettez où les menaces de terrorisme que non, les États-Unis ont suggéré? Tout n'est pas échec. Ils ont réussi des choses. Mais là où ce n'est pas bon, c'est que quand on parle d'organisation et que vous avez choisi de co-organiser, vous devez vous entendre pour qu'on puisse fermer les yeux sur certaines choses, ne serait-ce pendant la période de la compétition. Lorsque l'Iran ne peut pas avoir la chance égale, vous finissez de jouer, au lieu d'aller à l'hôtel, vous rentrez dans l'avion, faites des heures avant de rejoindre l'autre pays, là où vous pouvez dormir, parce qu'il y a des problèmes. On ne peut pas être qualifié et vivre ces conditions de compétition-là. Je pense que sur ce plan, si vous acceptez de co-organiser, c'est que des règles particulières à vous doivent tomber. Les États-Unis ne doivent plus continuer à dire, bon, on a mis la Somalie sur notre liste noire, même si un habit vient de la Somalie, puisque ce pays est sur la liste, ils ne viennent pas. Non, c'est une organisation d'une compétition de football. Et ce n'est pas là que vous allez sortir encore les griffes pour dire non, il fallait ouvrir un peu les choses pour permettre à la compétition de bien se dérouler. Voilà, mais ce moment, c'est un fiasco pour la FIFA. Oui, je pense que la FIFA aussi n'a pas réussi. Oui. La FIFA n'a pas réussi et la co-organisation aussi n'est pas parfaite parce que ces couacs-là ont montré qu'ils n'ont pas discuté en amont. Et donc, une co-organisation, ça se discute et ça se prépare. Et ce sera encore un gros défi lors de la prochaine édition pour une compétition qui va se dérouler sur 3 différents continents. Cette fois-ci, c'est 3 pays. Oui. Et on annonce, s'il vous plaît, 64 nations. 64. De toutes les façons, c'est juste une annonce. On va voir si ça sera. Mais il faut attendre ça. Moi, je pense qu'il faut attendre encore. Il faut attendre suffisamment ça d'abord. Oui. Il faut finir avec l'expérience de 48. La première n'a pas été forcément une très grande réussite. C'est pas un coup de maître, c'est un coup d'essai, oui. Il y a des choses à corriger. 64 nations, peut-être que le Bénin aura la chance de. Pourquoi pas. Voilà, c'est nous, notre bilan à nous de cette Coupe du Monde qui appartient désormais au passé. Donc, les regards, c'est dans 4 ans sur 3 continents. On en parlait tantôt pour savourer encore cette grande fête du football mondial. C'était bien sûr. Canal Sport de ce lundi 20 juillet 2026 nous accompagnait ce soir Prosper Vodioncon. Il est journaliste, reporter sportif à Cap FM. C'est une radio privée de la place. Prosper, le plaisir est partagé et ce serait avec plaisir que nous allons revenir débattre des sujets liés au sport ici et ailleurs. Merci de l'invitation. En face de lui, Candide Moueto du groupe de presse Fraternité. Candide, merci. C'est un plaisir. Et à la technique, Augustin Vidékoa, entouré de Jules et Joe, Clément Boyonque et Francis Kokou. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Canal Sport.